Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaita chaque mercredi à 19 h sur DRTV International. Bienvenue sur Injusticia, fidèles téléspectateurs. Vous faites bien d'être branchés en ces moments précis pour vous parler de droit. Alors, nous avons reçu pour vous Maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Avec lui, nous parlerons sur le thème les testaments. Alors, Maître Esso, bienvenue sur Injusticia. Merci. Nous parlerons aujourd'hui sur les testaments. Ma préoccupation, c'est de savoir tout d'abord, qu'est-ce qu'un testament? Bien, un testament, c'est un écrit fait par un testateur dans lequel il dispose de ses biens à titre gratuit après sa mort. En d'autres termes, c'est la manière, c'est ce qu'on appelle les dernières volontés. C'est les dernières volontés d'une personne qui décide de ce que adviendra ses biens après sa mort. Et il attribue à une personne ou à plusieurs personnes à titre gratuit. Est-ce que je peux savoir la relation qui existe entre un testament et une succession? Bien. La relation entre un testament et une succession, c'est que la personne, le testateur, gère sa succession par un acte qu'on appelle testament. Donc, ces biens seront disposés de la façon dont il a souhaité. Pas par rapport à la loi, mais par rapport à ce qu'on appelle les dernières volontés. Il a souhaité, il souhaite que ces biens, après sa mort, soient attribués à telle personne, ces biens à telle personne, ou plusieurs personnes, et qui constituera la succession. Voilà, sur ce, comment se fait un testament? Bien, comment se fait un testament? Il faut reconnaître que la loi a prévu plusieurs façons d'établir un testament. Il y a un testament holographe, les testaments publics, les testaments secrets et le testament oral. Le testament holographe, c'est ce qui est écrit de la main du testateur. C'est-à-dire, il prend un stylo, il écrit. Parce qu'on dit à l'encre ou à stylo à bille, voilà ce que le législateur dit. À l'encre ou à stylo à bille. Il écrit, il dit qu'il dispose de ses biens à titre gratuit à telle personne. Et il doit signer. La loi dit que la signature doit être habituelle. Là aussi, ça peut poser un problème, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir plusieurs signatures. Il y en a qui signent en banque d'une certaine façon. Dans des documents officiels ou administratifs, ils signent d'une autre façon. Et dans des documents privés, ils signent d'une autre façon également. Alors, maintenant, la question peut se poser, parce qu'on a vu des contestations. Moi, au tribunal, on a vu. Ou un père ou une mère qui fait un testament, il y a un enfant ou un membre de la famille qui conteste la signature du père ou de la maman. Alors, pour trouver une solution à cela, le juge doit se référer à la loi. La loi dit la signature habituelle. Que recouvre ces notions de signature habituelle? Je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'une personne qui a 3 signatures. À la banque, il y a une signature. Le document officiel, il a une signature, privé, il a une signature. Alors, quelle est la signature habituelle? Si on prend la signature de la banque, il y a un membre de la famille qui conteste ces signatures, il dira, papa a toujours signé ou mon frère a toujours signé de telle façon, il prend un autre document, ça peut poser un problème. Mais le législateur n'a prévu que la signature habituelle. Donc, on suppose qu'une personne a certaines habitudes et il signe d'une manière donnée par habitude. Voilà en ce qui concerne le testament holographe. Je vous rappelle, c'est ce qui est écrit de la main du testateur.
il y a le testament public. C'est ce qui est recueilli par un notaire. La loi dit aussi un juge. Un juge aussi peut recevoir, la loi dit simplement un juge, on ne sait pas lequel. Est-ce que c'est un magistrat formé? Est-ce que c'est un président de tribunal de grande instance? Est-ce que le président de tribunal d'instance? Est-ce que c'est n'importe quel juge? Là, la loi n'est pas claire. On dit devant un juge. Donc une personne se présente devant un notaire. Un juge, il fait ses déclarations. Il dit, mes biens, je souhaiterais que mes biens soient disposés après ma mort de telle façon. Et c'est le notaire qui rédige. Il y a aussi le troisième, c'est le testament secret. C'est-à-dire une personne rédige son testament. Il le ferme sous plus fermé et il va remettre à un juge ou à un notaire. Et cela rédige un acte de souscription signé par ce dernier qui dit que effectivement là-dedans c'est écrit de ma main. C'est ma volonté. Il y a aussi le testament oral. Le testament oral, la loi dit on peut apporter les preuves par tout moyen. Mais il faut au moins qu'il y ait au moins 2 témoins que telle personne avait dit ceci. Il avait disposé de ses biens de telle manière. Il avait attribué des biens à telle personne. Voilà les 4 modes de testament. Voilà, maître, est-ce que le testateur peut désigner dans un testament une personne chargée d'exécuter ses dernières volontés et décisions après sa mort? Oui, on l'appelle l'exécuteur testamentaire. Il rédige son testament. Il attribue les biens. Mais il dit, ce testament sera exécuté. Je désigne telle personne comme exécuteur testamentaire. Donc, après sa mort, c'est cette personne qui doit veiller à l'exécution du testament. À l'exécution des dernières volontés du défunt. Alors, qu'arrive-t-il lorsqu'un testateur n'a laissé aucun testament? Ah, quand vous parlez d'une personne qui n'a pas laissé un testament. Oui. Quand une personne n'a pas laissé un testament, on applique la loi. On applique la loi a prévu. Mais la personne qui a laissé son testament, il s'appelle testateur, bien sûr. Testateur, oui. Mais vous dites, quand un testateur n'a pas laissé son testament, je ne suis pas un testateur. Si vous dites un testateur n'a pas laissé un testament, il prend la dénomination de testateur s'il a laissé un testament. Si une personne qui n'a pas laissé un testament, il ne peut pas prendre la qualité de testateur, c'est un défunt. Okay. C'est un défunt qui n'a pas laissé un testament. Généralement, c'est dans en Afrique, on n'a pas la culture de laisser les testaments. Parce qu'on a l'impression que quand on laisse un testament, on invite la mort dans sa vie avant que Dieu ne décide. Donc les gens rejettent la notion de testament, ce n'est pas culturel en Afrique, au Congo généralement. Mais il faut encourager plutôt les gens à laisser un testament. Ça évite les problèmes après décès. J'espère que vous avez laissé au moins un testament déjà, vous avez rédigé votre testament. Maître, est-ce qu'un testament peut-il être révoqué? Oui, un testament peut être révoqué. Comment? C'est-à-dire que la personne qui rédige son testament, et puis pendant sa personne, le testament peut être valable qu'après le décès. Ça prend effet après le décès du testateur. Mais il peut, de son vivant, modifier son testament. Quelles sont les conditions pour formuler un testament? Y a-t-il des conditions que la loi prévoit? Il y a des conditions. Il y a un testament holographe écrit par la main. Voilà les conditions. On demande que ce soit écrit par la main du testateur. Un testament public rédigé par un notaire. Un testament secret, souple et fermé. Testament oral. On demande des témoins. Est-ce que pour arriver à faire un testament, une personne doit toujours nécessairement être riche? On n'a pas besoin de ça. Vous pouvez aussi laisser votre testament pour vos bijoux. Pour ne pas que vos soeurs, vos cousines se disputent après votre mort, pour se disputer vos bijoux. On n'a pas besoin d'être riche. Et puis la notion de richesse.
Vous savez, il y a des gens qui sont matériellement riches. Ils ont pris un crédit. Ils ont construit une maison. Ils n'ont pas fini de payer le crédit. Ces biens ne leur appartiennent pas encore. Et on voit au tribunal des gens qui ont pris des crédits, ils ont construit des maisons, ils n'ont pas pu payer les crédits. La banque a repris. C'est-à-dire que la banque a engagé une procédure d'hypothèque. Et à ce moment-là, cette personne qui était apparemment riche, elle devient pauvre. Il perd tout. Donc, même la notion de richesse, on a vu aussi, riche. Je ne sais pas ce que c'est que... Bon, il y a aussi beaucoup d'apparence. Hein. Comme l'être humain ne vit que des apparences. Tu vois, on se dit, bon, elle est belle, elle doit être riche, elle doit être à l'aise. Mais l'envers de l'apparence, on ne connaît pas. Mais généralement, si tu veux savoir si telle personne est riche, vous prenez son actif et n'oubliez jamais ses dettes. C'est pourquoi, vous allez voir, il y a des successions à la limite empoisonnées. Une personne meurt, apparemment il a plein de biens, les gens se disputent les biens, et au moment où il doit prendre possession des biens, on leur apporte des dettes. Du coup, celui qui apparaissait riche devient pauvre. Donc la notion de richesse, il faut mettre entre parenthèses. Et on a vu aussi des gens qui ont volé l'argent de l'État, ils ont construit des maisons, après ils vont à la retraite, ils n'arrivent plus. Apparemment, ils ont été riches. Mais c'est une richesse artificielle parce qu'avec leur propre salaire, ils ne pouvaient pas construire ces maisons. Ils ont volé l'argent de l'État, ils ont construit des maisons. Celui-là est riche, qu'il aille à la retraite. Quand on lève à son poste, vous allez voir, il revient à sa plus simple expression. Il ne va même pas entretenir cette maison. Cette maison va s'écrouler. Donc c'est une richesse apparente. Donc quand vous voulez savoir si une personne est riche, il faut d'abord vous poser la question de savoir d'où viennent ses biens, d'où viennent ses sources d'argent. A-t-il une entreprise qui produit l'argent? Parce que l'argent est produit par le travail. Par le travail, ce n'est pas par accumulation frauduleuse. Par le travail. Maître, nous allons y arriver. Une justicia. Voilà, une justice en continu, toujours sur notre thème du jour, les testaments, avec comme invité Maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître Esso, quand est-ce que le testament peut-il être révoqué ou être déclaré caduc? Bon, un testament peut être déclaré caduc, révoqué, caduc. Je vais vous prendre l'exemple. Une personne laisse un testament. Il dit, tel bien, je laisse tel bien à telle personne. Et ce bien se détruit avant sa mort. Le testament devient caduc. Si le bien n'existe pas, le bien a péri avant sa mort. Vous parlez de révocation, je vous ai dit, une personne peut révoquer son testament à tout moment. Il dit, je laisse mes biens à ma femme. Avant sa mort, il découvre que sa femme entretient des relations avec un autre homme. Il dit, cette femme est indigne, je révoque, je change. Ou une personne quelconque, ici, il pense que cette personne ne bénéficie plus de sa confiance ou de son estime, il peut changer. Est-ce que la loi prévoit les effets sur les testaments? Les effets des testaments prennent effet à partir du décès d'une personne. Tant qu'il n'y a pas de décès, le testament ne prend pas effet. Donc si une personne découvre qu'on lui a laissé les biens par testament, il ne peut pas disposer de ses biens, par exemple les vendre. Il faut qu'il attende le décès du testataire pour pouvoir bénéficier de ses biens. Quand est-ce que les dispositions testamentaires sont appelées peut-être universelles, ou soit à titre universel ou à titre particulier? Oui, universel, c'est quand le testataire dispose de l'universalité de ses biens, de tous ses biens. À titre universel,
c'est une partie de ses biens. Il dit pendant les biens meubles à un tel. Et à titre particulier, c'est un bien particulier. Par exemple, vous laissez un testament, vous dites mes bijoux, mes boucles d'oreilles vont être attribués à telle personne après ma mort. C'est ça particulier. Je vous dis l'universalité, l'ensemble de ces biens. Tout le bien. Oui. Voilà. Mais alors, on parle des exécuteurs testamenteurs. Comment la loi prévoit l'exécution des testaments faits à l'étranger? L'exécution des testaments faits à l'étranger, quand une personne peut établir, un Congolais établi au Congo, en France, peut établir un testament holographe. C'est-à-dire, il écrit de ses propres mains. Mais il y a aussi, il peut aller voir un notaire. Mais s'il va voir un notaire, il faut que le testament soit rédigé conformément à la loi du pays où il habite. Du pays où il habite. On a vu le conflit de Johnny Hallyday, un testament fait aux États-Unis, en France, les avocats disaient que ça ne pouvait pas être appliqué en France. Il peut y avoir beaucoup de problèmes de droit. Voilà, Injustice en continue, toujours sur notre thème du jour, les testaments, avec comme invité Maître Esso Jean-Philippe, qui est avocat à la Cour. Alors, Maître Esso, quelle différence existe-t-il entre le grand héritage et les petits héritages? Est-ce que la loi prévoit une différence entre les deux héritages? Non, la loi ne prévoit pas la différence entre les grands héritages ou les petits héritages. Je ne sais pas que peut recouvrer la notion de grands héritages. Est-ce que la notion de grands héritages concerne la quantité des biens laissés par le défunt, ou bien la qualité des biens laissés par le défunt, ou bien la qualité du défunt? Bon, si on considère que c'est en termes de quantité qu'on apprécie grand ou petit héritage, on peut aussi se dire il faut toujours faire l'équilibre entre l'actif et le passif. Quelqu'un qui a laissé ce que vous appelez vous grand héritage, beaucoup de biens matériels, et il a laissé aussi des dettes qui sont supérieures à ce qu'il a laissé comme bien matériel. Peut-on parler de grand héritage ou plutôt grand problème? Qui sont les héritiers légaux dans les grands héritages? C'est des héritiers ordinaires prévus par la loi, les frères et sœurs, les pères et mères, et les enfants. Et la femme? La femme bénéficie du droit d'usufruit. Mais le problème de la femme, avant, ça dépend aussi du régime matrimonial. S'ils sont mariés avec son mari par le régime de la communauté réduite aux acquets, c'est-à-dire que les biens acquis à partir de la date du mariage sont communs, à ce moment-là, au décès de son mari, on doit d'abord liquider la communauté, c'est-à-dire diviser les biens des époux en deux. La dame prend ses biens et la femme et la part du mari. Il y a ses enfants, sa famille, et éventuellement elle aussi, elle a le droit d'usufruire dans les biens de son mari. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas trop informés sur les régimes matrimoniaux. Ils ne sont pas informés. Généralement, quand on va à la mairie, le maire pose la question de savoir, vous êtes marié sous quel régime? Les gens disent communauté des biens. Après, on applaudit. Mais le maire, ou communauté des biens ou séparation des biens. Et à ce moment, les parents boudent. Si la femme est riche, on va dire non, le mari s'est marié avec la femme pour ses biens. Ou si le mari est riche, on dit la femme s'est mariée avec ce mari-là à cause des biens. Mais la séparation des biens, à mon avis, ça a toujours été le meilleur régime. C'est une preuve d'amour.
Oh là là. C'est une preuve d'amour. Je vous le dis parce que la séparation des biens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a ses biens. Si le mari ou la femme aime son conjoint, la preuve d'amour, c'est lui donner des biens. Lui donner, faire l'acte de donation. Pendant le vivant, pendant le règne de leur mariage, il sait que ma femme ou mon mari m'a aimé, il m'a fait tel don. Ce n'est pas après la mort, parce que la communauté de réalité Zaké, pendant le règne du mariage, vous vivez comme si vous étiez en séparation. Eh bien, la communauté n'intervient qu'à la fin, où on fait la distinction. Mais à ce moment-là, on fait la distinction. Mais si quelqu'un t'aime, il se détache d'un bien, il te donne. Donc le meilleur acte d'amour, c'est le meilleur régime d'amour, c'est la séparation des biens. Quand on se trouve à la mairie, on dit séparation des biens, les gens boudent, ils n'aiment pas sa femme, ils n'aiment pas son mari. C'est fou. Ça, c'est un point de vue personnel et l'expérience du tribunal. Quand on fait On peut dire également que la séparation des biens protège la femme. Après protège la femme. Il protège la femme. Moi, j'ai vu dans certains dossiers où les époux sont mariés sous la communauté des biens, le mari meurt, la femme est opposée à sa famille et à ses premiers enfants. C'est un calvaire. Imaginez-vous que ce couple se soit marié sous le régime de la communauté des biens. Si le mari l'a aimé, il va lui faire des dons. Et si c'est bien à elle, le jour où le mari meurt, elle garde ses biens. Elle n'a pas à se disputer avec la famille ou les autres membres de la famille ou les enfants. Donc je te conseille de te marier sous le régime de la séparation des biens. Il justifie. Maître, que se passera-t-il lorsque le droit du bien des enfants et du conjoint survivant sont contestés par le membre de la famille du défunt? C'est que nous venons de parler. Oui, dans certaines tribus du Congo, les biens laissés par le défunt appartiennent à sa famille. On rejette la femme, on rejette les enfants appartiennent à leur oncle maternel et la famille s'accapare des biens. Et même là où les enfants ont grandi, on les chasse. Le seul recours, c'est le tribunal qui rétablit les droits des enfants et de la femme. Et qui retarde les affaires. Qui retarde l'affaire. Non, la justice, ça prend du temps. Évidemment, les gens se plaignent, la justice prend du temps. Mais pour rendre une bonne justice, il faut la justice se nourrit des preuves. Il faut apporter des preuves. Il y a qu'on appelle ça, un principe de contradictoire. Quand les gens se retrouvent en justice, c'est deux parties opposées. Il y a une partie qui apporte ses arguments, l'autre doit répondre, ainsi de suite. Le juge n'est qu'un arbitre. Et quand les parties auraient fini d'avancer les arguments nécessaires, à ce moment-là, le juge décide. Mais quand les gens se plaignent que ça prend du temps, il faut que ça prenne du temps. Pour laisser au juge le temps d'apprécier les arguments. Si on juge les choses, les affaires à la va-vite, il y aura beaucoup d'erreurs judiciaires. Voilà, je reviens à ma question. Revenons un peu à ma question. Qu'est-ce qui se passera-t-il lorsque les droits du bien des enfants et du conjoint survivant sont contestés par les membres de la famille? À ce moment-là, je leur conseille de saisir la juridiction compétente pour rétablir. Quelle est la juridiction compétente? Le tribunal de grande instance ou bien le tribunal d'instance? Ça peut être le tribunal d'instance comme le tribunal de grande instance. C'est le lieu de la situation, de l'ouverture de la succession, là où le défunt est décédé. Généralement, la succession, c'est le tribunal d'instance. Que préconisez pour une meilleure protection des enfants et du conjoint survivant? Comment s'y prendre si le régime matrimonial était un régime de séparation des biens? Si c'était un régime de communauté universelle, communauté réduite aux acquis, comme vous le dites, communauté universelle de biens, je ne sais pas comment est-ce que vous différenciez tous ces régimes. Vous posez là le problème de deux personnes. Il y a la famille, il y a l'enfant, il y a la femme et les enfants. Et les enfants. Et quelquefois, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Généralement, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Et moi, j'ai vu même une mère et son enfant se disputer les biens de papa.
handicapés, donc ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, distinguons les choses. Pour la protection de la femme, ça dépend du régime. Si c'est un régime de la séparation des biens, la femme va garder ses biens et elle a le droit de l'usufruit sur les biens du mari. Si c'est un régime de la communauté réduite aux acquis, donc on liquide la communauté des époux. 50%. Donc on divise les biens 50%. La femme prend ses biens. Même si elle n'a pas travaillé, elle a droit à 50%. Même si elle ne travaille pas, elle n'a pas produit, elle n'a pas acquis des biens, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas produit de l'argent, elle a droit à 50%. Donc elle prend ses biens. Et les 50% qui restent, c'est les biens des enfants et de la famille, et elle a droit à l'usufruit. Voilà le régime de la communauté réduite aux acquis. Ensuite, il y a aussi un régime conventionnel. Ce régime conventionnel, c'est que les époux, il faut que les gens sachent que le régime de la séparation des biens, ce n'est pas un régime qu'on choisit comme ça au hasard. On décide, comme à la mairie, on va à la mairie, le maire vous demande quel régime. On dit séparation des biens. Mais le maire doit vérifier s'il y a eu un contrat. Parce qu'en fait, en réalité, le régime de la séparation des biens exige que les époux partent devant un notaire un mois avant pour signer un contrat de mariage. Même le régime conventionnel, on modifie le régime de la communauté réduite aux acquis qui est un régime légal. C'est quand les époux ne choisissent pas le régime de la séparation des biens ou le régime de la communauté conventionnelle qu'on leur impose le régime légal qui est le régime de la communauté réduite aux acquis. Le régime conventionnel, c'est que les époux choisissent ce qui peut être. Ils signent un contrat. Ils peuvent s'entendre, on signe un contrat, on dit les biens, par exemple, les biens immeubles resteront des biens séparés, propres, et les biens meubles resteront des biens communs. Et ils doivent signer un contrat devant le maire. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Et aussi, les maires aussi, ils ne sont pas informés. Hein. Ils ne sont pas informés. Il faut qu'ils existent quand les époux disent on a choisi le régime de la séparation des biens, il va produire l'acte de mariage. Moi, j'ai vu, à l'occasion des divorces, le maire a mentionné séparation des biens. Mais quand on leur demande, est-ce que vous avez été chez un notaire? Non. Ils ont quand même fait cette déclaration et le maire a noté. Pensez-vous que l'ignorance de nos droits et obligations sont-ils à l'origine de certains fléaux dont souffre notre société? À la limite, le poids de la culture, parce qu'il y en a d'autres qui connaissent leurs droits, mais qui ne veulent pas les appliquer par peur de la sorcellerie. Il y a des femmes ou des enfants qui ont été chassés du domicile familial. Ou il y a des femmes, j'ai vu des femmes qui sont mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquis. On les sort de la maison familiale où elle a droit à 50%. Quand on lui demande de revendiquer ses droits en justice, elle dit non, je ne veux pas. Je dois protéger mes enfants. Mais protéger contre quoi? Contre la sorcellerie. La sorcellerie apparente. Est-ce que franchement, cette sorcellerie-là, on peut la prouver? Il justifie. Maintenant, tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Quel serait votre résumé en lingala? Donc, ce que je vais demander en lingala aux gens, aux alabasi ou mobali, bilingue ou bamibangue, il faut que vous preniez ça na succession na bino, c'est-à-dire avant, pendant que vous allez vivant, vous testament. Vous connaissez un notaire, vous avez un testament, ou bien vous avez par acte holographe, disons que bien un gars est na telle personne. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura un certain nombre de problèmes parce qu'il y aura des gens qui vont contester
testament, au moins, vous saluez ma dernière volonté. Maître Ressou, comment traduirez-vous l'adage Semel Eres, Semper Eres? Une fois héritier, on l'est toujours. Je vous remercie d'avoir participé à Injusticia. Merci, madame. Et voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu à parler sur les testaments avec comme invité Maître Esso Jean-Philippe qui est avocat à la Cour. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie mon équipe technique, moi, la vôtre, Adams Malaika. Je vous retrouve prochainement pour plus de plaisir. Ciao. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.